Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve en direct dans Punchline avec nos débatteurs. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1 est là. Bonsoir chère Laurence. Guylaine Ottenheimer nous fait le plaisir de sa présence. Bonsoir. Bonsoir. Du magazine Challenge et Amine El Khatmi, essayiste. Bonsoir Laurence. Ravi de vous voir aussi en ce surlendemain d'élections législatives. Alors, je vous le disais, Emmanuel Macron a tenté de reprendre la main. Aujourd'hui, il a reçu une partie des responsables des formations politiques qui seront présentes à l'Assemblée nationale. Il y en a une autre partie qui sera reçue demain. Le président, que leur a-t-il dit au fond? Est-ce qu'il tâte le terrain? Est-ce qu'il essaie de trouver des coalitions, des accords sur certains textes? Marine Le Pen a été reçue. Elle est sortie il y a quelques minutes. Écoutez ce qu'elle en dit. J'ai rappelé au chef de l'État que le groupe de 89 députés que j'ai l'honneur de présider est un groupe qui est dans l'opposition, mais ne souhaite pas être dans l'obstruction systématique. Voilà, nous souhaitons travailler pour améliorer la vie des Français et l'avenir de nos enfants. Par conséquent, si des mesures sont proposées qui vont dans le bon sens, comme nous l'avons fait pendant 5 ans, nous les voterons. Si elles vont dans le mauvais sens, nous les amenderons. Et si elles ne sont pas amendées telles que nous le souhaitons, eh bien, nous nous y opposerons. Nous sommes des députés responsables et encore une fois, nous avons été mandatés par les Français pour répondre aux problèmes qui sont les leurs. Voilà pour Marine Le Pen, à la sortie de l'Elysée, Guylaine Ottenheimer, elle joue la partie à fond, là, évidemment, avec un groupe de 89 députés. Le principal enjeu pour le Rassemblement national, c'est la crédibilité, c'est la notabilité, c'est donc il ne rêve que d'une chose, c'est de rentrer dans le deal général. Ça en dit beaucoup sur le Rassemblement national, mais c'est assez clair, c'est assez net et ça correspond effectivement à la bonne stratégie. En revanche, ça en dit beaucoup aussi sur Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il est toujours dans cette idée d'avoir des coalitions, des majorités de projets. Quand sous Rocard vous aviez un écart de 14 ou 15 députés, bon, c'était difficile, mais enfin, il y avait les communistes avec qui ils avaient déjà gouverné, des centristes qui étaient proches de Rocard. Trouver une quinzaine de personnes, ça allait, mais là, c'est 44. Donc 44, si vous passez votre temps à piocher à droite à gauche, vous n'allez pas y arriver, parce qu'un jour, ça va pencher à droite, mais les gens diront non, mais la prochaine, j'en ai marre, je me suis fait avoir, il a été trop à droite, moi je voterai même pas une réforme de gauche. Donc je pense que quand même, là, on doit arriver, ce que dit Édouard Philippe, on doit arriver à un système d'une forme de coalition. On est un régime parlementaire aussi. Et c'est bizarre que ce soit d'ailleurs Emmanuel Macron qui fasse cette démarche auprès des chefs de parti, parce qu'en principe, c'est son futur Premier ministre à qui il devrait demander de former une majorité. Peut-être y a-t-il une incertitude sur le Premier ministre. Amine El Khatmi, sur la tactique du Front National, du Rassemblement national, pardon. Je partage complètement ce qui vient d'être dit. L'enjeu pour le RN dans les prochaines années, c'est de montrer pas un mot plus haut que l'autre, le sérieux, on travaille. Un parti de gouvernement. Un parti de gouvernement avec Madame Le Pen au milieu, entourée de ses parlementaires, pour que dans 5 ans, elle puisse expliquer que elle a des ministres, elle a un gouvernement. C'est le reproche qui lui était fait, souvent, y compris dans la dernière campagne, de dire mais Madame Le Pen, vous n'avez pas de hauts fonctionnaires, vous n'avez pas de ministre, on ne sait pas avec qui vous allez gouverner le pays. Donc on voit bien qu'il y a 2 pôles d'opposition qui vont avoir des stratégies différentes. Rentrer dans le jeu institutionnel, se mouler dans le système, ce qui est paradoxal pour les uns, et en face, LFI et la NUPES qui vont être sans doute dans une stratégie beaucoup plus offensive. On a vu, ils sont rentrés au champ des gilets jaunes ce matin à l'Assemblée nationale. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Donc ça ne dessine pas une opposition de gauche qui va apaiser et raisonnable. Louis de Ragnel, sur ces 2 sujets, RN et NUPES. Moi, je trouve que effectivement, j'ai pas un mot à ajouter par rapport à ce que vous avez dit tous les deux. On voit clairement que la NUPES est dans une logique de confrontation violente, voire brutale. D'ailleurs, les mots sont extrêmement forts. Moi, je me souviens quand même de la phrase de Jean-Luc Mélenchon. Je crois que c'était le lendemain, c'était lundi, donc en début de semaine, qui explique que son objectif unique, c'est de faire tomber Macron en 1 mois. Enfin, vous voyez, c'est la brutalité, le choc des mots. Et de l'autre côté, quand même, je trouve qu'Emmanuel Macron donne des bâtons pour se faire battre. Parce qu'en fait, il continue de jouer la stratégie du pourrissement. Il est en train de mettre en place la stratégie classique qu'on a déjà vue beaucoup de fois par le passé, dès qu'il y a une crise. Alors, c'est la première fois qu'il y a une crise politique de cette nature, mais crise sanitaire, crise sociale, à chaque fois, c'était pareil. Donc, on reçoit les chefs de parti à l'Élysée. Ensuite, il met en scène, la remise en selle d'Elisabeth Borne à Matignon, qui réunit les
les ministres de son gouvernement, donc à Matignon, c'est la première fois que depuis... Je vois des ministres battus. Des ministres battus, la pauvre Madame Bourdieu. Mais c'est la première fois qu'on voit un bon équilibre, en tout cas, entre le président et le Premier ministre depuis au moins 6 ans. Où c'est la première fois qu'on voit la Première ministre qui réunit autour d'elle tout son gouvernement. Normalement, ça se passe plutôt au Conseil des ministres. Et en fait, on voit qu'Emmanuel Macron cherche l'espèce de trou de souris pour sortir de cette crise. Mais du coup, en recevant les patrons de partis politiques, ce qu'il cherche, c'est à transférer son propre problème politique vers ses opposants. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir, par exemple, au bureau politique des Républicains ? Eh bien, les Républicains, même s'ils expliquent que leur ligne est très claire, en fait, elle n'est pas très claire. Parce que ils disent, nous, on est dans une opposition constructive, mais pas d'alliance. Mais ils nous disent pas sur quel texte ils sont prêts à voter ou à ne pas voter dès que le texte sera proposé par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Pareil pour le Rassemblement national, sur le pouvoir d'achat, il faudra voter, pas voter. Voilà, alors je pense que le RN peut plus facilement, entre guillemets, afficher une opposition à Emmanuel Macron. Mais le problème se pose réellement pour notamment les Républicains et le Parti Socialiste. Et donc, il transfère, son problème à lui vers les autres pour montrer que ce sont les autres, pour essayer de montrer, c'est sa stratégie. Le problème, il est encore bien chez lui. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, moi, je ne comprends pas parce que on voit bien la finalité ultime. Ce qu'il souhaite faire, c'est faire en sorte que son gouvernement va proposer des textes à l'Assemblée. Ils seront parfois mal votés ou alors il y aura des demi-mesures. Et son objectif, c'est qu'à terme, les Français se disent c'est horrible, le pays est bloqué, il n'y a rien qui fonctionne, et que face à ce pourrissement réel de la situation, éventuellement les Français en appellent à la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est son pari. Non, mais c'est ce que nous disent les conseils. C'est ce que nous disent les conseils. Et moi, je trouve qu'elle est complètement erronée, parce que pour la responsabilité de cet échec politique, c'est Emmanuel Macron et lui seul. C'est-à-dire qu'autant la crise des Gilets jaunes, il y avait un déclencheur politique, mais il y avait plein d'autres paramètres. Attendez, pas tous en même temps. Pour qu'il y ait votre scénario et qu'il y ait quelques textes votés, il faut vraiment que ces textes soient votés, parce que là, on entre dans quelque chose de totalement illogique. Vous prenez les insoumis. Vous devrez voter la loi sur le pouvoir d'achat parce qu'on donne de l'argent. Ils disent oui, on est d'accord, mais nous, il faut que ce soit financé. Et pour que ce soit financé, nous, on fait payer les riches. Mais financer sans faire une prime sans la financer, non, on veut pas. Et à chaque fois qu'il y aura un vote, ce sera parce qu'un programme, c'est un ensemble de choses. Il y a le financement, il y a l'équilibre. Mais ça ne marchera pas. Donc ça peut pas marcher. C'est pour ça qu'il est obligé d'avoir un accord de gouvernement. Mais il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Il veut cette. Regardez, il ne change rien. Il ne change pas. Attendez, Louis. Je termine juste là-dessus. Il ne change pas un ministre de son gouvernement. Non, mais c'est quand même incroyable. Il n'a pas encore pris la parole. Et donc il renomme. Il va parler Elisabeth Borne. Alors je sais, oui, il va parler demain. En fait, c'est une équation infernale à laquelle fait face Emmanuel Macron. On dit il manque 45 voix. Mais ça suppose que les 245 voix de la majorité fassent bloc. Ce qui n'est pas ça veut dire qu'il n'y a pas de frondeurs, de déserteurs, de gens qui ont envie d'aller aux toilettes parce qu'ils sont gênés au moment de voter. Le grand classique. Ça veut dire que les 29 amis de M. Philippe soient là jusqu'au bout. Imaginez qu'il y a un accord avec LR. La cinquantaine d'anciens socialistes, amis de M. Dussopt, ex-amis de M. Ferrand ou de M. Castaner, qui sont quand même bien là, qui sont des anciens socialistes. Il y en a même un qui est un ancien Europe Écologie Les Verts. S'ils voient d'un coup arriver Christian Jacob, Madame Genevard et quelques autres, ils vont pas l'accepter. Donc, quand on dit il manque 45 voix, à condition que la majorité n'en perde pas une seule. Allez, petite pause. On se retrouve dans un instant. Gardez-en sous le pied. On continue le débat dans un instant. À tout de suite. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Louis de Ragnel, Guylaine Ottenheimer de Challenge, Amine El Khatmi. On va écouter François Bayrou parce qu'il est proche du président de la République, évidemment, on le sait. Et il pense même que la situation politique présente, cette espèce de chaos qui va s'installer à l'Assemblée nationale, finalement, c'est stimulant pour Emmanuel Macron. Écoutez-le. Je pense qu'il est très intéressé par les défis de la période. Je pense que depuis 5 ans, il a souvent approché ces questions. Pendant le grand débat, par exemple. Souvent approché ces questions. Et il a aujourd'hui, sous les yeux, un paysage qui fait que nul ne peut plus ignorer les questions qu'il avait en tête pendant toute cette période. Et je pense que, encore une fois, je risque peut-être, il ne sera pas d'accord, je pense qu'il trouve ça stimulant.
Guylaine Ottenheimer, est-ce qu'on peut trouver ça stimulant? C'est un peu pathétique. On est quand même dans une situation hyper tendue, hyper grave, avec plus de la moitié du Parlement qui est occupé par des gens qui ont des positions ingérables, extrêmes, et qui répondent à la misère des gens. Mais il y a aussi des gens qui râlent tout le temps. On a un pays qui est mal dans sa peau. On a des institutions qui ne fonctionnent plus. La 5e, elle est morte. Ça fait un moment qu'elle est morte. Tout le monde le sait et tout le monde s'accroche. Elle est trop verticale. Ce pouvoir central qui s'appuie sur la technostructure et qui n'écoute pas les gens, qui n'a pas de bon sens, qui fait des textes qui sont complètement déconnectés de la réalité. Mais toute la France le sait. Il y a que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui détiennent le pouvoir qui ne le savent pas. Et alors on continue à faire semblant. Et alors c'est très intéressant intellectuellement. On s'en fiche. Il faut qu'ils prennent une décision vite. Et là, c'est la fin du en même temps. Mais il veut pas lâcher. Il veut pas lâcher le en même temps. Là, il va falloir qu'il fasse une coalition. Il faut faire comme ça se fait dans tous les pays d'Europe. Vous n'avez pas la majorité tout seul. Eh ben, c'est pas grave. Vous avez des gens avec qui Valérie Pécresse disait que Macron avait photocopié son programme. Donc, ils sont pas si loin que ça, quand même. Pour les Français, la barrière, elle est pas énorme. On comprend qu'avec la NUP ou avec le Rassemblement national, c'est un peu loin. Mais franchement, avec les Républicains, c'est pas une grosse rivière. Hein. C'est un tout petit ruisseau à traverser. Donc voilà, on se dit mais ils sont enfermés dans leur posture de pouvoir. Je me suis pas trompé. Le en même temps, j'abandonne pas, etc. Mais si, il faut qu'il abandonne le en même temps ou alors qu'il élargisse, c'est qu'il y ait une vraie discussion entre toute sa majorité, Horizon, Modem et puis LR, et qu'on arrive à avoir un pays qui est gouvernable. Il y a quelque chose de profondément gênant avec le mot stimuler. On est quand même en train de parler d'un pays qui a connu des crises graves, qui est en train sans doute de vivre une crise politique, parce que la réalité c'est qu'on vit une crise politique, et le mot stimuler qui renvoie au plaisir, au jeu, à quelque chose d'un peu... non, c'est grave ce qui est en train de se passer, donc on attend des responsables politiques, de surcroît lorsque ce sont des proches du président de la République, des dirigeants de la majorité, de la gravité, de la hauteur, de la tenue, et donc voilà, c'est un terme qui est curieux. Sur les LR, j'entends ce que dit ma chère voisine, et elle a raison, ils se connaissent tous, leur ancien président de groupe est maintenant au gouvernement avec M. Macron. Mais il faut quand même comprendre que il y a un noyau assez dur dans le groupe Les Républicains, qui est un noyau de jeunes députés, qui ont eu face à eux des candidats de la majorité présidentielle. L'Élysée a sans doute là aussi, pour stimuler un peu les choses, fait circuler il y a quelques mois une liste, ils ont appelé ça la kill list, de jeunes députés qu'il fallait faire battre. Il y avait là monsieur Minot, député de l'Oise, il y en avait quelques autres. Bon, madame Virginie Dubois-Muller dans le Jura. Ce sont des gens qui ont résisté à toutes les tempêtes. Ils ont résisté à l'effondrement de la droite. Oui, mais l'intérêt de la France, à un moment... dans toutes les démocraties, on se bat. Et puis après, on appartient au même pays quand même. On a des intérêts communs. Je veux dire, voilà, on ne va pas rester enfermé dans sa tranchée. On a aussi le droit de considérer qu'on peut défendre des convictions dans ce pays, qu'il y a, et c'est un homme de gauche qui le dit, donc vous voyez, j'ai aucun intérêt là-dedans, qu'il y a quelque chose qui s'appelle la droite dans ce pays, qui n'est pas complètement soluble dans un grand rassemblement, et qu'il y a des gens dans ce pays qui ont envie d'avoir à l'Assemblée nationale des députés de droite. Voilà, je pense que c'est une voix qui peut être entendue. Louis Dragnel, il y a un bureau national, je crois, en ce moment, chez les LR. Il faut qu'ils clarifient la ligne, il faut qu'ils sachent où ils vont, qu'ils aient un leader. Ça fait beaucoup de choses pour les LR. Oui, mais je pense qu'en fait, déjà, la balle est dans le camp d'Emmanuel Macron. Il faut qu'il nous explique ce qu'il veut faire. En fait, on ne sait toujours pas. Il a été élu président de la République il y a plus d'un mois. On ne sait pas où il veut aller. Ça fait quand même 5 mois que le gouvernement ne travaille pas. Non, mais il faut quand même imaginer, la crise politique, en fait, elle a commencé bien plus tôt. Il y a eu le début de la campagne présidentielle, ensuite guerre en Ukraine, plus personne ne fait rien. Et moi, je vois, il y a même des ministres qui disent, mais ça va durer combien de temps cette histoire? Non, mais réellement, des ministres donc, qui ont été reconduits et qui, alors il y en a qui se saisissent de nouveaux sujets, donc ils apprennent plein de choses, mais il y en a d'autres, il y a un peu plus de continuité, ils se demandent vraiment à quoi ils servent. Et alors, ma question, c'est, j'ai pas de pitié pour les ministres, c'est que si les ministres se demandent à quoi ils servent, c'est dire que les Français, eux, rien n'arrive jusqu'à eux. Et sur les LR?
Sur les LR, écoutez, moi je pense que je suis assez d'accord avec ce que dit Amina Katmi. Le problème, par rapport à ce que vous disiez, vous avez une vision idéaliste. Voilà. Non mais idéaliste dans le sens du terme. Je pense juste à la France. Mais vous avez raison. Mais non, mais c'est louable. Enfin, attendez, je termine qu'est-ce qu'il y a de gauche chez Macron, franchement? Attendez, terminez, Louis. Je termine juste. Vous avez des députés LR, globalement ceux qui ont été réélus ou ceux qui ont été élus, ce sont ceux qui se sont fait élire. Il y en a certains, pour les réélections, ils ont été humiliés pendant 5 ans par Emmanuel Macron. Ceux qui ont été élus, ils se sont fait élire, uniquement contre Emmanuel Macron. Mais attendez, et le respect que vous devez à vos électeurs, vous vous faites élire parce que vous allez dire, moi, ça, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça, ou alors je proposerai, je sais pas, sur la sécurité et l'immigration, je ferai exactement le contraire que ce qu'a fait Emmanuel Macron. Attendez, je termine simplement. C'est-à-dire que tout le monde va voir ses électeurs en disant, ben voilà, le pays est dans telle situation. Le problème, on peut le faire et on l'a obtenu. On fera pas tout, mais on fera une partie. C'est mieux que rien du tout. C'est mieux que le problème, en fait, la résolution du problème. Attendez, c'est peut-être utopique, mais vous êtes aveugle. Est-ce que je peux terminer? Là, je pense que le début de la résolution du problème viendra non pas des partis politiques, mais doit venir d'Emmanuel Macron. Vous parlez de coalition. Moi, attendez, je peux terminer une phrase. Moi, je suis pour un gouvernement. Je pense que la situation exige un gouvernement d'union nationale où c'est Emmanuel Macron par le haut. Mais d'accord, mais la coalition, ça se fera encore moins. Ça n'existe pas. On n'a pas une culture de coalition. Et d'union nationale, on a déjà essayé et ça a fonctionné. Si, après la guerre. Je termine simplement, Guylaine. Allez-y, Louis. Je pense. Vous mettez du temps à terminer aussi. Non, mais je suis interrompu toutes les 2 phrases. Non, mais vraiment. Parce que vous dites des banalités que je sais. Mais vous et la coalition, on raconte aux auditeurs des choses qui ne se feront jamais. Ça n'existera pas. Mais on n'a pas une culture de coalition. Vous avez globalement aujourd'hui tous les partis politiques. Ils se détestent tous. Ça, c'est fait. Mais parce que ça, c'est les électeurs qui l'ont décidé. On avait dit à la première alternance, oulala, ça n'a jamais marché. Ça a très bien. Il y a eu un peu de bordel au début, mais ça a marché. Après, les Français ont dit, mais la 4e République, ça n'a pas marché. On va faire la coalition, on va faire la cohabitation. Ça a très bien marché. Jospin, ça a très bien marché. Bon, il n'y avait rien qui marchait après, mais il n'y avait pas de décision qui était prise. Il y a une très bonne croissance, il y a une très bonne situation économique. Et là, maintenant, les Français. Donc, elle fonctionne, notre 5e République. Les Français, mais ils cherchent des moyens pour c'est pas le système, c'est des hommes politiques. La 5e République, elle est très saine, mais bien sûr que si. Non, mais attendez. Mais au début de la 5e République, on n'avait pas les problèmes qu'on a là. On l'a tellement détricoté. Il n'y avait pas de Twitter. À la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Guylaine, laissez-le juste terminer. Et je pense une chose, c'est que le problème, c'est celui de la crédibilité aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Et je trouve qu'il y a un effet on pourrait parler de ressort cassé avec les Français. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de Français qui sont lassés d'être appelés à la rescousse d'Emmanuel Macron avant chaque élection. Nous, ce qu'on veut, c'est un mais je tape pas sur Macron, j'essaie de décrypter. Oui, depuis le début, vous tapez sur Macron. D'accord, on a compris que c'était sa faute. Ce que les gens ont envie de savoir aujourd'hui, moi, ce que j'entends autour de moi, les gens ont envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Oui, Macron a fait des bêtises. Oui, mais Macron ça doit venir d'Emmanuel Macron. Mais ça se fera pas par l'opération du Saint-Esprit. Ça se fera pas par. Macron doit mettre un genou à terre et dire j'ai besoin de vous. Mais il va parler demain. Peut-être qu'il aura l'occasion de dire ça. L'Union nationale. Édouard Philippe. Il a un allié évident qui n'est pas si compliqué. J'attends de voir la coalition avec impatience. Louis Guylaine, si je peux me permettre de dire un petit mot. Donc Édouard Philippe dit qu'il est possible d'imaginer une discussion franche et un compromis avec les LR. Et il dit que Emmanuel Macron est capable de faire ses compromis. Il veut une majorité stable et une coalition quasiment. Donc ça, c'est utopique, Amine. Mais c'est surtout qu'on est dans une situation qui ne lui laisse pas énormément d'options. C'est les LR qui ont le choix. Voilà, mais vous avez Emmanuel Macron va parfaitement raison. Parce qu'il faut, ça va dans les deux sens. Est-ce que lui-même, déjà, sait-il lui-même ce dont il en... Non, mais c'est vrai, parce ose l'espérer quand même. On finit par se demander... je suis pas certain, voyez-vous, de ce qu'on voit depuis quelques jours. On se demande si le président lui-même a une idée claire de la situation. Une fois qu'il aura une idée claire, va-t-il faire des propositions parce qu'il faut pas attendre que les LR aillent faire allégeance dans la cour de l'Élysée en lui demandant de le soutenir. C'est l'inverse qui doit être fait. C'est lui qui doit leur donner des gages, faire des concessions sur le plan programmatique. Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais ça me paraît important. Le risque, si on s'achemine vers l'option que semble pousser Édouard Philippe ce soir, c'est que la promesse du et en même temps, qui a fait venir à Emmanuel Macron des sociodémocrates, des écologistes, des gens qui venaient plutôt de la gauche, risque de se briser et de faire perdre ces soutiens-là. Donc si vous récupérez quelques dizaines de voix et que vous en perdez d'un côté et que vous en perdez de l'autre, c'est une dissolution. Mais vous avez aucune... C'est pas politique, ça. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. C'est pas possible de penser comme ça. Et de Jean-Luc Mélenchon. À tout de suite. Non, s'il faut une coalition...